Espace TV, le 22h. Nous sommes lundi 26 août 2019. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le 22h. Au sommaire, la presse guinéenne exige l'application de la loi sur la liberté de la presse pour juger les délits dans les médias. Malgré les fortes pluies de ce lundi, une forte mobilisation a eu lieu en face de la HAC pour interpeller l'institution afin de prendre ses responsabilités. L'installation des démembrements de la CENI annoncée pour ce lundi n'a pas pu se faire dans plusieurs communes. Cette première étape a consisté à présenter les différents coordinateurs de cette opération aux autorités communales. Nous avons fait un tour à Dixine. Dans la rubrique Focus, nous avons rendez-vous avec le jeune Kémon Kanté, le fils de Kerfala Kanté, l'oiseau du Sankara, mort récemment. Il promet de jouer le rôle qui est désormais le sien. Kémo veut relever le défi et conquérir le public de son père. Vous le verrez dans ce journal. A tout de suite. Et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Les journalistes guinéens en colère, ils l'ont fait savoir ce lundi devant les locaux de la Haute Autorité de la Communication. Face aux nombreuses interpellations des hommes et de médias dans le pays, les associations de presse ont organisé un sit-in pour exprimer leur opposition. Elles exigent que la loi sur la liberté de la presse soit appliquée dans les différentes poursuites. Ali Badara Camara et Ibrahima Sori 5 Souma ont suivi la marche. Suivez le reportage. Conakry ce lundi matin, devant le siège de la Haute Autorité de la Communication, des journalistes de la presse privée de Guinée venus exiger le respect de la loi L002 portant liberté de la presse. Ces hommes de médias expriment leur mécontentement face aux nombreuses interpellations que subit le corps. La loi L002 portant liberté de la presse reste et demeure jusqu'à preuve de contraire, la loi devant servir de référence lorsqu'un journaliste est poursuivi dans le cadre de l'exercice de son métier. Malgré l'absence des commissaires de la Haute Autorité de la Communication, le mémorandum a été lu et déposé au secrétariat. Nous nous adressons à l'institution qui est la Haute Autorité de la Communication. Certes, beaucoup sont en congé, mais il y a toujours une équipe restreinte qui gère les affaires courantes. Donc nous allons lire tout à l'heure ce mémorandum et après, puisqu'il est déjà signé par l'ensemble des associations, des organisations professionnelles de médias en République de Guinée, après nous allons déposer ici. Azokaba est l'un des animateurs de l'émission Incriminé. Pour lui, la loi sur la cybercriminalité a été élaborée dans le but d'intimider et inquiéter les hommes de médias en lieu et place de la loi L002. En Guinée, nous voulons que désormais, si un journaliste est déféré devant le tribunal, qu'on utilise la loi L002 portant liberté de la presse en Guinée au lieu de prendre la loi L037 portant cybersécurité et protection des données à caractère personnel. Nous pensons que c'est juste un subterfuge que les juges font en prenant la L037 à l'encontre des journalistes parce que cette loi, je l'ai souvent répété, elle permet aux juges d'envoyer les journalistes en prison. À travers cette démarche, les journalistes veulent inviter la Haute Autorité de la Communication à jouer pleinement son rôle. C'est pour amener la présidente de la Haute Autorité de la Communication et tous les commissaires à se battre pour qu'on reconnaisse d'abord que cette institution a une valeur pour la presse guinéenne. En l'espace de 2 mois, au moins 5 journalistes de la presse privée ont été interpellés dans les tribunaux et certains privés de leur liberté. Dans le même sillage, quelques journalistes n'ont pas manqué de fustiger le comportement de la Haute Autorité de la Communication dans les poursuites judiciaires contre les hommes de médias. Lamine Guirassi et Lamine Monument Sissé sont au micro de Ali Badara Camara et d'Ibrahim Massori 5 Souma. Ce sitting, évidemment, c'est pour donner notre voix à dire qu'on n'est pas d'accord et on ne comprend pas non plus ce silence de la HAC. Je ne sais pas ce qui se trame derrière. Maintenant, le plus important, comme je l'ai dit aujourd'hui, à travers ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un signal fort que nous lançons, voir derrière ce que ça pourra donner. Que cela nous tienne, mais non, qu'il soit présent ou pas, nous c'est l'institution, je vais dire le symbole
Je parle de la HAC, que la présidente soit là, que le commissaire ou les commissaires qui soient là ou pas. Le plus important, c'est évidemment le symbole. Comme je l'ai dit encore une fois de plus, l'image que ça va projeter à l'international et tout ce qu'il y a autour. Si on se laisse marcher dessus maintenant, voilà quoi. Bonjour les dégâts, encore une fois de plus, je reviens là-dessus. Parce que c'est quand on est unis qu'on peut faire déplacer la montagne. Désunis, ça part dans tous les sens. On a vu venir tout ça de loin. Nous, on a été suspendus une semaine. Je parle de la radio Espace. On a vu tout ce qui s'est passé derrière. Il y a les militants qui sont allés saccager, je vais dire, la façade de la radio. Donc, après, on a vu cette mobilisation de la presse guinéenne. Évidemment, aujourd'hui, c'est lynx. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas invoquer une autre loi qui ne soit pas celle qui a été votée par le législateur et qui doit s'appliquer aux journalistes en cas de délit de presse. Et donc, c'est ça le message. Le message, j'estime, j'ose croire que le message sera entendu par les autorités. Au-delà des autorités, c'est toute la communauté internationale qui comprendra qu'il se passe quelque chose de pas normal dans un pays démocratique. Politique, à présent dans ce journal, la mission d'installation des démembrements de la CENI a entamé ce lundi une série de visites dans certaines communes du pays. L'objectif de la rencontre est de définir le processus de mise en place des démembrements. À Dixine, les représentants de la CENI ont procédé à la présentation du nouveau coordinateur des opérations de l'institution aux autorités communales. Le reportage de Alassane Dafé et d'Abakar Kekebangoura est rendu en studio par Babila Keita. Cette mission de la Commission électorale nationale indépendante est venue définir le processus d'installation des démembrements de l'institution. Durant 7 jours, ces commissions vont passer dans les communes pour demander l'implication des autorités communales. Après la répartition des quotas entre les partis politiques, la CENI, dans son chronogramme des élections législatives, s'est dit optimiste. Oui, d'abord, la CENI a procédé à la mise en place d'une commission de réception au niveau de chaque circonscription. Dans la commune de Dixine, ici, l'antenne est présidée par le secrétaire général chargé des affaires électorales. Donc, c'est à son niveau que toutes les structures devraient déposer leur liste. Mais comme il est dit, c'est que les structures ne déposent pas individuellement les listes. Il faut se concerter. Par exemple, si nous disons une liste commune pour l'opposition, c'est pas parce que l'UFR doit déposer ou bien l'UFDG doit déposer une liste. Non, ils doivent se concerter, nous fournir une liste de l'opposition. Avant la mise en place de ces démembrements, ces nouveaux membres de la CENI prêteront serment puis suivront une formation dans les 33 préfectures. Mais la commission demande le respect d'un certain nombre de critères. De la loi 044 qui définit dans ses dispositions de l'article 22 à 23 l'installation de ces démembrements. Donc ces critères sont bien définis. Donc nous leur invitons au respect scrupuleux de la loi. De l'opposition, Mamadou Samba Diallo dit n'avoir pas compris certains points qui lui semblent flous. La mise en place d'une commission de réception au niveau de la commune, alors qu'on n'était pas informé, on n'avait pas reçu auparavant la notification. Mais je viens de recevoir la notification, j'ai compris quel est le rôle de cette commission. Cette commission, tout est clair pour moi. Les dernières élections législatives en Guinée datent de 2013. Pour les prochaines, aucune date n'est encore fixée. Politique toujours, la polémique née de la répartition du quota affecté à l'opposition guinéenne dans le cadre de la composition des démembrements de la CENI continue d'agiter le paysage politique guinéen. Nous avons rencontré ce lundi un député de l'UFR qui pense que cela peut être réglé si le parti qui a le plus grand nombre de quotas accepte de partager ses sièges avec les partis frustrés. Il reconnaît tout de même que l'UFDG mérite bien les démembrements qui lui sont attribués. André Mossier Milimono, Alceni Camara. L'opposition politique guinéenne semble être divisée depuis que la question de la répartition des démembrements de la CENI a été soulevée. Pour l'UFR, une commission technique a déjà travaillé sur la question et les quotas ont été dévoilés devant les partis politiques concernés. C'est-à-dire partis concernés veut dire que c'est les partis qui ont participé aux 3 élections. Les législatives de 2013, les présidentielles de 2015 et les communales de 2018.
Mais d'autres n'ont pas participé à toutes ces 3 élections. Mais il faut au moins participer à une des élections. Ce sont ces partis-là qui se sont réunis pour faire ce travail-là. Concernant les partis frustrés, notamment le BL, notre interlocuteur dit ne pas comprendre la frustration de ce parti, puisque son représentant était dans la commission technique qui a travaillé sur les chiffres. Le BL était présent. Le BL a un membre, a un responsable, qui a un technicien qui était là avec son ordinateur, qui a participé à tout le calcul, du début jusqu'à la fin. Le député de l'UFR prône le partage pour éviter une fissure au sein de l'opposition qui pourrait même avoir un impact sur la tenue des élections. Donc pour nous, jusqu'à preuve du contraire, l'UFDG peut repartir, donner ne serait-ce qu'un siège au parti, ou ne serait-ce que ceux qui étaient avec eux le jour de ce travail-là. Par exemple, quand vous prenez l'AB, à la CPI de l'AB, l'UFDG a 6, les autres partis 0. Sur 1977 sièges, l'UFDG obtient 1161, l'UFR 364, le BL 63. L'UFDG, parti qui détient le quota le plus élevé, acceptera-t-il de céder quelques sièges aux autres partis pour atténuer la situation? Le parti de Sello va-t-il céder? Attendons de voir. Les ministres de l'économie et les gouverneurs des banques centrales de la CEDEAO étaient pendant 5 jours à Conakry. Ils veulent lancer en 2020 la monnaie unique appelée ECO en Afrique de l'Ouest. Mais quel avantage la Guinée pourrait-elle tirer en intégrant la monnaie unique ECO? Antoinette Dédé Onivogui a rencontré le premier vice-gouverneur de la Banque centrale. On suit son reportage. Un appel a été lancé aux États ouest-africains lors de la 42e réunion de la ZMAO tenue à Conakry. Il était question pour les participants de faire en sorte que la situation macroéconomique, la gestion budgétaire, soit saine avant d'intégrer l'espace monétaire. Il fallait que le taux d'inflation dans un pays soit à un chiffre. Il fallait que le pays ait des réserves d'échange qui soient confortables, au moins supérieures à 3 mois d'importation de produits pour l'ensemble du pays. Il fallait que l'État ne soit pas débiteur dans les livres de la Banque centrale, donc le déficit budgétaire. Il fallait que aussi, à un certain niveau, il y ait une certaine harmonie au niveau de l'économie. La monnaie ECO renferme plusieurs avantages. Les États de l'espace CEDEAO ne veulent pas rater cette opportunité après plusieurs années d'échecs. Quand la monnaie va circuler, ça va permettre beaucoup de choses. Vous pourrez, vous, madame, vendre votre manioc à Freetown sans vous soucier du taux de change. Vous pourrez vendre votre piment à Dakar sans vous soucier du taux de change. Ça veut dire qu'il y aura la vraie libéralisation au niveau de la CEDEAO. Avant le rendez-vous de 2020, certains aspects techniques et opérationnels sont en train d'être réglés, selon Nyanga Komatagomu. Nous, techniciens, ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'on va faire la monnaie de façon structurelle. Dans les écritures, vous aurez la monnaie. Mais les billets même, il faudra que les chefs d'État se prononcent sur les spécificités. Nous travaillons, on propose, mais tant que les chefs d'État n'ont pas approuvé, on ne peut pas vous dire. Alors que le temps presse, de nombreux défis restent à relever. L'environnement dans lequel le programme d'intégration monétaire est mis en œuvre reste encore fragile et les infrastructures nécessaires au développement du commerce présentent des insuffisances notables. Les femmes du Front National pour la défense de la Constitution ont été reçues le week-end dernier par le Kuntigui de la Basse-Côte, Eladj Serouna Souma, Atanene Bouramaya. Elles lui ont fait part du bien fondé de leur combat qui vise à empêcher l'adoption d'une nouvelle constitution en Guinée. En retour, elles ont été réconfortées par le patriarche controversé de la Basse-Guinée. Eladj Serouna Souma a réitéré son opposition à ce projet jugé suicidaire par certains. Mariam Fodé Camara et Abakar Dine Camara pour le compte-rendu. Ces femmes du FNDC sont venues expliquer les raisons de leur combat contre le projet de nouvelle constitution qui fait débat dans la cité. Elles ont à nouveau exprimé leur opposition à ce projet. Nous sommes là aujourd'hui pour dire que nous ne sommes pas pour le tripatouillage de notre constitution. Nous, femmes du FNDC, nous disons non, non et non.
Elhadji Serouna Souma, considéré comme l'autorité morale de la Basse-Côte, a réitéré aussi son opposition au projet de nouvelle constitution avant d'exprimer son soutien aux femmes du front. Si vous voulez que le pays soit stable, respectez les règles. Mais si vous forcez la situation, ça ne marchera pas. Je suis derrière vous. Je ne suis pas dans la politique et je ne vous encourage pas à s'aimer le désordre. Je vous invite, vous, habitants de la Basse-Guinée, les femmes, surtout les jeunes, à rester derrière la loi. Moi, Serouna, je vous promets de ne jamais changer ma déclaration. Ces femmes qui ont obtenu le soutien du Kuntigi à leur démarche se disent satisfaites. Elles disent ne pas comprendre pourquoi c'est maintenant qu'il faut changer la constitution. Le Kuntigi a dit qu'il est parfaitement d'accord avec nous et qu'il nous soutient. Parce que comme je l'ai dit, le professeur Alpha Condé a juré sous cette constitution. Pourquoi changer cette constitution? Elhadji Serouna Souma, par ce acte, réitère ainsi sa détermination à s'opposer par tous les moyens à la nouvelle constitution prônée par le pouvoir en place. Histoire à présent dans ce journal. 25 août 1958, 25 août 2019, cela fait 61 ans que la Guinée choisissait la liberté dans la pauvreté à travers le camarade Ahmed Sékou Touré. De Gaulle, le président français d'alors, était en tournée en Afrique pour faire campagne pour une nouvelle constitution française qui prévoyait une nouvelle collaboration appelée Communauté française. Mais grande fut sa surprise quand Sékou Touré s'est opposé à cette proposition. Les membres du mouvement Sékou Touréiste s'en souviennent. Ils ont marqué l'événement hier à Conakry. Rosaline Goto-Monemou, Tierno Sadouba pour le reportage. Le mouvement Sékou Touréiste est déterminé à continuer le combat qu'Ahmed Sékou Touré et ses pairs ont mené. Il prend également soin de valoriser tous ceux de la Guinée ou de l'Afrique en général qui ont bataillé pour l'indépendance de leur pays. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour montrer au monde entier que le combat que les camarades Ahmed Sékou Touré et les camarades Saïfoulaye Diallo ont mené, nous sommes prêts à continuer ce combat. À part le camarade Ahmed Sékou Touré, nous valorisons d'autres camarades. Vous voyez le camarade Founiké qui est à côté de moi, il porte un bonnet qu'on appelle Founiké Lebre. Mais en réalité, c'est le bonnet de l'amical Cabral qui était venu en Guinée ici, qui s'est battu pour l'indépendance de son pays aussi. C'est dans la salle du palais du 25 août, actuel siège de la HAC, que s'est tenue cette commémoration. Le choix de cette salle n'est pas fortuit. C'est une manière de montrer à la nouvelle génération que c'est dans ce palais que la Guinée a choisi la liberté dans la pauvreté. Ce mouvement sollicite que cette salle soit enregistrée au titre des patrimoines. Le palais du 25 août a reçu le général de Gaulle. C'est ici que le camarade Ahmed Sékou Touré, quand tout le monde parle du fameux discours qui a dit non à la colonisation, a été tenu. Cette salle doit être au titre des patrimoines, c'est-à-dire respectée, nettoyée, mise à la disposition du peuple de Guinée. Pour que, quand il sera question de prendre des décisions très importantes, que des Guinéens se retrouvent dans cette salle pour parler de leur avenir. Pour que la Guinée bouge, le vice-coordinateur de ce mouvement demande à la jeunesse de prendre ses responsabilités. Ce que nous devons dire à la jeunesse, nous devons nous battre pour ne rien faire qui puisse justifier les fables qui sont créées, pour nous considérer comme si nous n'avons souci de rien, si ce n'est que la danse ou les drogues. Aujourd'hui, la jeunesse doit prendre sa responsabilité. La jeunesse doit pouvoir dire non quand il faut dire non. Si ce dimanche marque le 61e anniversaire du fameux discours de Sékou Touré, les Guinéens restent divisés sur la suite que va connaître l'histoire du pays, surtout avec le Cambouaro. Après l'abattage des chiens errants sous l'ère Mokhtar Diallo en 2010, on change de stratégie. Roger Patrick Milimono veut soigner ses animaux. Une campagne de vaccination des chiens errants a été lancée ce lundi à Conakry par les cadres du ministère de l'élevage. La commune de Matoto a été choisie pour le début de cette guerre contre ces animaux laissés pour compte. Elle va toucher toutes les communes du pays. Mohamed Valek Touré, Abakar Din Kamara pour le reportage. Désormais,
Les chiens errants qui peuplent les communes seront tous vaccinés. Pour ce faire, les vétérinaires s'associent avec des conseils de quartier de la commune de Matoto afin de les soigner à intervalles réguliers. L'objectif est d'infléchir la tendance de l'incidence de la rage dans toutes les localités ciblées. Dans une proportion allant jusqu'à 99% des cas chez l'homme, elle est transmise par des chiens domestiques. Mais le virus peut infecter les animaux domestiques et les animaux sauvages. La morsure d'un chien a des conséquences néfastes sur la santé de l'homme. La sensibilisation s'impose. Pour cette première phase, c'est la commune de Matoto qui est ciblée. Tant qu'il y a la population canine, il y a un besoin de vacciner. Monsieur le ministre vient de vous dire qu'il y a une campagne qui suit immédiatement avec l'appui de la FAO. Et si on a d'autres initiatives, même après, avec la FAO, on a d'autres initiatives avec l'Organisation mondiale de la santé animale. C'est une opportunité pour moi de saisir non seulement ma population, et surtout ceux qui éduquent aussi et ceux qui domestiquent ces animaux. Cette opération de vaccination va durer une année. Le ministère de l'élevage veut mettre en place une stratégie commune comme le privilégie la stratégie de lutte à l'horizon 2030. La vaccination est gratuite. Les textes de loi dont vous parlez, nous avons le code de l'élevage. Dans le code de l'élevage, il y a des dispositions qui indiquent quelles sont les conditions dans lesquelles on peut élever un animal de compagnie. Je précise bien un animal de compagnie parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les chiens, les chats, et parce que même les chats peuvent être atteints de rage. Il n'y a pas que les chiens. Et donc transmettre la maladie. Pour le moment, les localités ciblées sont Matoto, les régions de Farana, Zérékoré et Boké. En dépit des efforts consentis, la rage demeure encore un problème de santé publique et cela est dû au faible niveau d'application des mesures préventives. Éducation à présent, début ce lundi du concours d'entrée aux classes préparatoires de l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. 110 élèves admis au bac en sciences mathématiques et expérimentales participent à cet examen. 50 parmi eux seront retenus pour s'inscrire dans ces classes préparatoires pour les filières d'ingénierie. Cette évaluation est à sa 3e année consécutive dans notre pays. 6 élèves ont déjà obtenu des bourses pour la France et 3 pour le Maroc. Alseni Bari, Yarouba Traoré pour le compte rendu. C'est sous une forte pluie que le test de recrutement pour les classes préparatoires des grandes écoles de Yamoussoukro a démarré. Pour la circonstance, 110 élèves fraîchement admis au bac 2019 sciences mathématiques et expérimentales tentent de s'offrir des places. Cet examen vise à qualifier le système éducatif guinéen et accroître la coopération entre la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Maroc et la France. Les étudiants qui vont faire ce concours dans ce qu'on appelle les classes préparatoires pour les grandes écoles. Et au bout de 2 ans, ils vont faire un concours pour accéder à des grandes écoles d'ingénieurs. Des écoles d'ingénieurs qui peuvent être en France, au Maroc ou en Tunisie. Et il faut dire que dans le cadre de ce programme, la Guinée aussi dans quelques années aura ses classes préparatoires et aura aussi des filières grandes écoles ici. Ce concours se déroule simultanément en Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville et la Guinée. Dans ces classes préparatoires, près de 400 élites estudiantines africaines sont recrutées chaque année. Autant dire que les Guinéens se lustrent déjà. Et dans les filières qui concernent les étudiants guinéens, nous recevons à peu près 200 étudiants africains. Et on a environ 25 étudiants guinéens qui figurent parmi ces 200. Et depuis les 2 ans de tests déjà réalisés, les étudiants guinéens figurent parmi les meilleurs. Quand ils arrivent à Yamoussoukro, on sent qu'ils viennent en mission. Parfois même, on a l'impression même qu'ils sont particulièrement instruits avant de venir pour réussir. Kabasita, 21 ans, vient de finir les classes préparatoires de Yamoussoukro. Il s'apprête à rallier l'école centrale de Casablanca pour faire la filière ingénierie. Son rêve, finir ses études et rentrer pour servir sa nation. Nous sommes environ 9 admis au concours, dont 3 au concours extérieur, dont 3 à l'école centrale Casablanca et 6 autres à l'école EGA de France. Cette évaluation est la 3e du genre dans notre pays.
Ces candidats sont évalués en anglais, mathématiques et culture générale. Et puis un mot de religion en plus bref. Conakry abritera les 6 et 7 septembre prochains le sommet global du leadership, une initiative de l'Alliance des églises et missions évangéliques de Guinée, AEMEG en abrégé. Elle vise à renforcer les compétences professionnelles des participants. Ce ministère interconfessionnel va regrouper durant 2 jours toutes les couches socio-professionnelles pour une formation assurée par vidéoconférence par des experts étrangers. Un nouveau cas de viol à Conakry, c'est une adolescente qui a été effrayée par une arme avant de subir le viol par son agresseur. C'était la semaine dernière. Ce dernier a été présenté ce lundi dans les locaux de la direction de la police judiciaire. Djibril Ba, Ibrahima Souri, Camara. Une jeune fille tombe sur son présumé bourreau alors qu'elle cherchait à quelques encablures de son domicile de quoi manger tard la nuit. Terrifiée, elle raconte sa mésaventure. J'étais venue acheter du pain, mais je n'ai pas pu en avoir. Cependant, il pleuvait quand je l'ai croisé et m'a braqué l'arme. Puis, il m'a menacé en me disant « Déshabille-toi ou je te tue ». Il a pris tous mes objets et m'a obligé à me courber, sans quoi il me gifle. À l'Oprogem, de nombreux cas de viol ont été enregistrés. Pour réduire l'ampleur du phénomène, les agents n'hésitent pas à solliciter l'implication de toutes les couches sociales. On ne doit pas se décourager. Les enfants là nous appartiennent. On doit les aider. Le gouvernement a créé des structures au niveau de la sécurité pour gérer. Mais la police doit gérer les enfants avec leurs parents. Mais si les parents démissionnent, la police à tout moment arrêter les enfants, c'est pas intéressant. La médecine légale reconnaît que la victime a été violée et que l'incapacité de temps de travail est de 10 jours. Le présumé violeur, son intention, dit-il, était de spolier sa victime, mais pas pour la violer. Moi, je n'ai pas fait de viol. Je ne travaille pas avec armes ni rien. Moi, j'ai pris son calepin et j'ai couru. C'est ça seulement. Le viol est un crime et sanctionné par le code pénal guinéen. Le focus à présent pour clore ce journal, il est aujourd'hui consacré à la musique à nouveau et nous nous intéressons au fils d'une icône de la musique qui nous a quittés récemment, Kémo Kanté, fils de Kerfala Kanté, l'oiseau du Sankara, a tout pris chez son père. Le style, la voix, il est le véritable héritier de Kerfala Kanté. Bien qu'affecté par la disparition de ce monument de la musique guinéenne, le jeune Kémo entend relever le défi qui s'impose à lui. Il veut conquérir le public de son défunt père. Nos reporters Ouminatou Sidibé et Djibril Kaba Kamara sont allés à sa rencontre. Suivez ce focus spécial Kémo Kanté. Kémo Kanté est le fils aîné de Kerfala Kanté. Il fait le droit à l'université. À son actif, un album de 12 titres. Son seul rêve aujourd'hui, c'est de remplacer son défunt père qu'il a soutenu dans la préparation de cet album. Kerfala n'est pas mort. Un artiste ne meurt jamais. Kerfala est là. Il est avec nous parce qu'il a laissé des enfants. Kerfala a laissé une grande famille derrière. Moi, je suis Kerfala. Inch'Allah, vous savez, tout enfant, tout bon enfant espère vraiment être comme son père, voire même le dépasser. Donc c'est ça mon souhait,
c'est de faire mieux que lui. Là où il a laissé, moi je prends la partie. Griot dans l'âme, Kémo Kanté est un passionné de football. Mais son amour pour la musique a pris le dessus. Il maîtrise toutes les chansons de son père. Il l'accompagnait partout. Kerfala Kanté a su préparer son héritier. Il m'a tout montré, il m'a tout donné dans la musique. Sinon, j'étais footballeur. Voilà, donc il m'a dit, papa, non, c'est pas ça ton origine. Il faut chanter. C'est ça ton homonyme à faire. C'est ça, moi, j'ai fait. Donc, il faut chanter. Quand tu chantes, c'est ça Kémo Kanté. Il a été mon conseiller. On peut pas, quand ton père te dit de faire quelque chose, tu ne peux pas dire le contraire. Parce qu'il connaît tout, quoi. Il en a vécu, donc je ne l'ai pas discuté. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je me suis mis dedans directement. Je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. J'étais avec lui. Donc je pense que je vais essayer de lui dépasser un jour, Inch'Allah. Son père était aussi son maître, parce qu'il tenait à ce qu'il devienne un grand artiste sur scène ou faire mieux que lui. D'abord, il apprend la guitare, ensuite le balafon. Quelques années après, il se révèle avec un album, un nouveau projet que l'homme entend pérenniser. Voilà. J'ai commencé par le balafon. Après, je suis revenu à la guitare. Après la musique, j'ai appris à chanter à travers lui. C'est à cause de lui que j'ai fait tout ça. C'est ma vie, la musique, c'est tout pour moi. C'est lui qui m'a donné ce que je fais. C'est lui qui m'a appris. C'est mon maître. Donc, je ne peux que prier pour lui. Kémo Kanté n'a plus son père à ses côtés, mais il est devenu celui que Kerfala Kanté attendait de lui. Avec tous les instruments dont il est devenu maître, selon lui, c'est une nouvelle vie qui commence pour lui, celui de réaliser le rêve de son père. Toutes ses œuvres sont avec moi. Ses chansons, je les maîtrise, je les ai maîtrisées depuis le début. Depuis que j'étais tout petit, je ne faisais qu'écouter les sons. Partout où je partais, je jouais sa musique. Donc Kerfala ne va jamais disparaître, il va rester. Il y a un autre Kerfala qui va revenir, qui s'appelle Kémo Kanté. Kerfala Kanté a laissé 2 enfants après sa mort. Kémo Kanté est né âgé de 22 ans et sa sœur cadette qui a appris aussi à chanter grâce à son père. Toute la Guinée a désormais les yeux rivés sur ce jeune talent, successeur évident de l'oiseau de Sankara. Et voilà ce élément du Focus met fin à ce journal, réalisé par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.